Nous, quand un peuple a perdu l'identité collective, il n'est pas capable d'imposer à son gouvernement de prioriser l'intérêt général. Puisqu'en fait, il ne faut pas croire qu'un gouvernement, ce sont des gens de bonne humeur, des gens de bien qui se réveillent le matin qui disent « priorisons l'intérêt général ». Non, ça se fait comme une exigence forte qu'impose les populations à un gouvernement. Et c'est là, par l'organisation des manifestations, par des votes qu'on surveille. Et au Congo, parce que nous n'avons pas une forte identité collective, nous sommes entrés dans une période de léthargie, d'anomie sociale, qui fait que les gens peuvent travailler dans des services en ville, là-bas, au bureau, et être impayés depuis 5 ans. Et chaque matin, il maigrit, il perd son poids, avec les lacs, il perd son poids, et chaque matin, il y va. Et il le rentre. Ce qui fait que les étudiants peuvent venir dans un cours, pendant une année, un professeur ne vient jamais, et puis à la fin de l'année, il dit non, je vais prendre cette semaine pour vous enseigner. On dit, mais où est notre capacité de résistance? Et ce n'est pas seulement l'université. Et je continue en disant que quand un peuple a perdu l'amour pour sa patrie, a perdu l'amour pour sa terre, il entretient une relation de saleté. Il suffit de regarder comment nous sommes le seul pays au monde, quand les gens viennent, regardent le Congo, voient les tas de saleté, voient des tas de sachets, ils disent, ici il n'y a plus un peuple, il y a des animaux. Et c'est vrai, parce qu'un peuple qui est sale, signifie un peuple qui est traumatisé, qui n'a pas une relation fusionnelle avec son espace vital, qui mérite tous nos soins. Et quand quelqu'un entre dans une université, qui est un espace d'intériorisation de la grande conscience par excellence, il trouve du papier partout, trouve des salles de classe ensablées, tout ça, on dit, ah, là, ces gens-là, on peut les dominer facilement. Ce sont des extériorisations qui font que, n'est-ce pas, le Congo est ce qu'il est. Donc, en conclusion, je vais dire qu'aujourd'hui, plus qu'hier, nous devons reconstruire notre identité collective comme capacité de refus de tout joug. Et reconstruire cette capacité, il y a beaucoup de professeurs d'histoire qui savent mieux faire ça que moi, cette capacité peut se reconstruire par la priorisation de l'histoire, n'est-ce pas, dans les programmes scolaires. Mais quelle histoire? Parce que quand on parle de la conscience collective, on parle en fait de la conscience historique, qui est une donnée interne. Et c'est dans les vécus au quotidien qu'on voit qu'un peuple a intériorisé son histoire et qu'il peut vivre socialement en unité avec l'autre et qu'il est réconcilié, n'est-ce pas, avec son histoire. Donc, c'est l'identité collective, n'est-ce pas? Et c'est la preuve que ce peuple s'est réconcilié avec son histoire. Mais de quelle histoire est-ce que nous allons vous enseigner? Cette histoire, c'est celle que vous allez vous-même écrire. Curieusement, quand un peuple a une grande identité, a une grande, n'est-ce pas, conscience historique, c'est de lui-même qu'émanent les possibilités, les conditions de réécrire son histoire. N'est-ce pas? Donc vous n'allez pas prendre l'histoire écrite par les Belges, les Américains. Non, 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 non. Comme disait Lumumba, il faut réécrire votre histoire. Il le disait peut-être comme c'était un génie, comme c'était ce qu'on appelle un initié. Mais aujourd'hui, on sait que la preuve qu'un peuple a une conscience historique, c'est-à-dire une grande conscience collective, et que ce peuple réécrit et écrit tout le temps son histoire. Il s'installe dans ce que le professeur Rocco appelle l'identité narrative. C'est-à-dire, il dit de lui-même les bonnes choses. Il dit, voilà ce que nous avons fait. Parce que l'histoire que nous voulons ici, c'est l'histoire où apparaît très clairement l'initiative du Congolais depuis l'origine jusqu'à ce jour. Et ce n'est pas l'histoire qu'on nous enseigne. Il faut que l'initiative congolaise apparaisse à tous les niveaux. Et ça va vous donner à vous la fierté. Ça va vous donner à vous la confiance à vous-même. Ça va vous donner surtout à vous une sorte d'auto-évaluation sublime. Parce qu'aujourd'hui, le Congolais a de lui-même une évaluation très négative. Il suffit de regarder tous les beaux garçons en ville, avec des biceps bien. Qu'est-ce qu'ils font comme travail? Transporter les femmes des Indiens, accompagner les femmes des Chinoises au marché, et accompagner les femmes belges laveurs de voitures. J'ai dit non, là c'est une sous-estimation individuelle. Nous sommes dans un grand pays où il y a beaucoup de minéraux. Pourquoi est-ce que vous n'irez pas faire les diamants, l'or et tout ça? Pourquoi vous ne ferez pas ça? Donc, j'ai dit la première possibilité de reconstruction de notre identité collective comme capacité de résistance à tout joug
Et c'est d'abord de mettre l'histoire, vraiment l'histoire congolaise. Et l'histoire, c'est un remaniement de conscience. Nous écrivons ce que nous voulons. Nous disons Lumumba c'est le père de l'indépendance. Et quand nous le disons, personne ne peut nous contredire. Et quand vous êtes dans une salle, vous voyez quelqu'un qui dit non, Lumumba là-bas, c'était un aventurier, tu te lèves un coup. Ah oui, mais c'est comme ça. C'est comme ça. Parce que vous voyez dans beaucoup de pays, aux États-Unis, je donne un exemple des États-Unis. Quand Washington, oui, je m'arrête. Quand Washington a dit, oui, quand Thomas Paine est allé au Congrès pour dire que non, Washington était un mauvais monsieur, c'était un homme russe, il n'a pas fait des études, le Congrès lui a dit, mais Washington là, c'est le père de l'indépendance. Il n'a pas de défauts. On ne peut pas l'injurier. Et si tu continues, Thomas Paine, qui était le grand révolutionnaire américain d'origine anglaise, on dit, on va te couper des grains, la bourse. Et quand il a continué, on lui a coupé la bourse. Et il est mort dans une misère noire. Donc, quand les gens reconstruisent leur histoire, ils arrêtent les normes. On dit, Lumumba perd de l'indépendance. Quand Sabou perd de l'indépendance, il qualifie notre honnêteté. Et Moulele, c'est lui le père de notre résistance. Et on arrête là. Et chaque fois que vous voyez un individu, qu'il soit étranger, qu'il vient dire non, non, je suis en train de faire des recherches sur mon. Tu dis, est-ce que tu fais des recherches qui t'a autorisé? Parce que l'histoire est une dimension. L'histoire, dans beaucoup de pays, c'est une discipline protégée. Il n'y a qu'ici, je crois que les gens sont là, nous regrettons que nos enfants ne fassent pas l'histoire. Vous allez dans le département d'histoire, vous ne trouvez pas des gens. Même la bourse qu'on leur a donnée, ça signifie que la conscience au Congo est encore très faible, elle est encore très, très lacunaire. Donc, de l'autre côté, du côté pour la reconstruction, il faut privilégier aussi l'usage des langues nationales. À côté de l'histoire, il y a les langues nationales. Croyez-moi, les langues nationales que vous voyez là, c'est ça la cristallisation de tous les énigmes de notre vie. Ok, donc je conclus, chers amis, en disant que ce que nous connaissons ici au Congo, ce sont des situations rares dans l'humanité. Qu'un peuple ait perdu sa conscience collective comme être humain, ait perdu sa conscience collective comme, n'est-ce pas, un peuple historiquement identifié, vivant sur un territoire et ayant des obligations envers ce territoire. C'est incroyable que nous ayons la dimension du peuple esclave. Donc ma peur est que si vous ne vous reprenez pas rapidement, ce qui va arriver, ce n'est pas la balkanisation. Elle est déjà faite. Il y a beaucoup de territoires congolais qui dépendent des pays voisins. C'est là où on va acheter, c'est là où on fait des dépenses, c'est là où on prend sa carte de crédit, c'est-à-dire économiquement balkanisé. Mais ce qui va arriver, c'est ce que nous allons disparaître comme peuple historique. La disparition d'un peuple historique n'est pas due seulement au fait que ce peuple a été tué totalement, non. Il y a aussi la disparition en tant que perte de conscience, comme appartenant à une communauté. Et ça, le Congo en fait preuve totalement. Merci beaucoup. Merci Emmanuel Kabongo pour cet exposé ô combien vivant. Incapable de défendre sa terre, l'absence d'identité collective, régénérer la conscience historique, telles sont les stratégies pour amener à lutter contre cette déshumanisation du Congolais, cette déshumanisation qui peut nous conduire plutôt à la disparition. Professeur Philippe Biyoya va boucler la boucle, comme on dit, dans notre jargon, et ce sera sous le thème « La clé de la lecture géopolitique de la guerre dans l'Est de la République démocratique du Congo ». Tout ce qui a été dit par le professeur Mwaka, tout comme Freddy Mulumba, et la dimension de la reprise des consciences internes par Emmanuel Kabongo, nous allons essayer de l'appliquer dans la géopolitique de cette guerre qui sévit dans l'Est de la République démocratique du Congo. Alors, je voudrais commencer par faire quelques observations. Les Congolais, lorsqu'ils parlent du Congo, ils ont malheureusement à la fois des avantages, mais aussi des faiblesses. La première des grandes faiblesses, ce n'est pas que j'attaque les exposés des autres, c'est un peu la tendance à la banalisation des drames qu'ils vivent. Lorsque vous voulez comprendre pourquoi nous sommes là où nous sommes,
Nous avons une guerre qui dure. Et pourquoi notre État n'a toujours pas été capable de contrôler l'ensemble de notre territoire? N'allez pas chercher une consolation en disant que ce que nous vivons, tout le monde le vit. Vous ne sortirez pas de là. C'est que vous n'avez pas encore pris conscience de la gravité de la situation dans laquelle vous êtes. Et même, on comprendrait dans ces cas que la question d'identité ne se pose pas. Parce que des gens qui ne sont inquiétés par rien et qui trouvent que le temps leur convient, parce qu'avec le temps, ils finiront soit par mourir, et ils voudraient bien mourir avec un peu quelque chose dans le ventre, ou alors le temps finira par arranger les choses. Certainement, il se trouvera des amis qui comprendront la situation. Je crois que ces gens-là, on ne peut rien attendre d'eux, et c'est ce qui fait effectivement que les Congolais ne soient pas là où on pense qu'ils devaient être. Et c'est ça le vrai problème. Parce que le vrai problème du Congo aujourd'hui, c'est que l'Afrique a toujours pensé, a toujours estimé, les Africains pensent que c'est du Congo que viendra la dynamique qui va en fait propulser l'Afrique dans le monde. Mais les Congolais, eux, ils ne regardent pas en eux-mêmes, ils n'ont aucun sentiment de leur devoir, mais ils regardent aux Chinois, ils regardent aux Belges, ils regardent aux Anglais, ils trouvent des responsables partout et jamais eux-mêmes. Et quand, comme le professeur Mwaka l'a dit, ils trouvent que nous sommes responsables nous-mêmes, mais on ne dit pas exactement en quoi nous sommes responsables et comment nous pouvons en fait en sortir. Et ça fait en fait une sorte de cercle vicieux qui n'explique absolument rien, au point qu'on peut se demander, ça vaut la peine que nous nous réunissions comme nous le sommes. J'ai voulu vous entraîner dans un autre petit récit qui ne remet pas en question tout ce qu'on vous a dit, puisque vous êtes pour la plupart des jeunes. Je ne vais pas m'adresser à mes collègues professeurs. Je crois que vous avez lu, comme moi, Antoine de Saint-Exupéry, qui disait que l'homme se découvre lorsqu'il se mesure à l'obstacle. On vous a présenté des montagnes d'obstacles. Et c'est possible que cela ait bousculé un peu votre sensibilité, votre conscience. Mais alors, comment allons-nous faire pour en fait prouver que nous sommes hommes? Parce qu'il y a là en fait une épreuve qui doit donner la mesure de ce que nous sommes. Parce que tout le problème aujourd'hui, c'est de savoir si les Congolais ils méritent en fait cet espace géographique que Dieu leur a donné. Parce que les Congolais eux-mêmes, ils sont fiers quand on dit scandale géologique. Je n'ai jamais trouvé, ni en philosophie, ni en morale, ni en esthétique, où le scandale peut être une source de fierté. Le scandale, c'est ce qui étonne. Et ça étonne pourquoi? Parce que ça ne correspond pas, en fait, ça n'a pas de mérite. Mais les Congolais, pour parler de leur potentialité économique, ils disent nous sommes un scandale géologique. On ne dit pas ça de l'Iran, on ne dit pas ça du Brésil. On n'a jamais dit des pays qui sont potentiellement riches qu'ils sont des scandales géologiques. Mais nous, c'est même dans le vocabulaire politique et intellectuel, académique, même scientifique. Est-ce que nous comprenons les choses? J'ai voulu parler de quelques clés de lecture géopolitique de la situation de la guerre de l'Est, parce que j'ai aimé le thème. On parle de la guerre. En sciences politiques, en sciences sociales, on doit se connaître ce que c'est que la guerre, parce que la guerre, c'est une politique. La guerre, c'est une vie. Vous ne pouvez pas parler de la guerre en parlant des effets de la guerre sans connaître la guerre. Parce que la guerre, là, il ne faut pas la banaliser. Il ne faut pas faire comme des musiciennes chrétiennes qui disent « Tolembi Bitumba ». Mais les peuples du monde entier qui s'affirment, qui ont construit des identités, ils ont construit des identités par la guerre. C'est la guerre qui construit l'identité. Parce que la guerre, l'homme ne l'a pas inventée. La guerre, l'homme l'a trouvée. La guerre est au ciel. L'homme a trouvé la guerre. Et la guerre nous amène à un problème important de vie. Le problème des rapports des forces. Parce que c'est une loi qui gouverne le monde. Il y a deux lois qui gouvernent le monde. La loi de la force et la loi de la richesse. Ou vous êtes fort, ou vous êtes faible. Ou vous êtes riche, ou vous êtes pauvre. Il n'y a pas de marge entre les deux. Alors, or, vous refusez la loi de la force. Comment apprendrez-vous à être fort si vous n'apprenez pas la guerre? L'Italie, au XVe siècle, a vécu la situation que vit la RDC aujourd'hui. L'Italie a été partitionnée. L'Italie a été envahie par les Espagnols et par les Français, par les Suisses. Mais comment fallait-il refaire l'Italie?
Comment fallait-il refaire l'unité de l'Italie? Et il y a eu un homme inspiré qu'on vous apprend en sciences politiques, Machiavel, qui a compris qu'il fallait inventer quoi? Il fallait réinventer la politique. Et pour réinventer la politique, il fallait que le prince qui doit diriger apprenne la guerre. Si vous n'avez pas appris la guerre, si vous êtes docteur en sciences politiques, licencié en sciences politiques, licencié en relations internationales, sans connaissance de ce qu'est la guerre, vous ne pouvez pas diriger la cité. Et tous ceux qui prétendent diriger des cités sans avoir pris la guerre, vous comprenez ce qui nous arrive. La première clé que je voudrais vous donner ici, c'est celle-là. C'est que de quoi nous sommes victimes aujourd'hui? Nous sommes victimes, en fait, d'une sorte de déchéance. Nous sommes victimes, en fait, d'une perte d'une vocation. En 1885, lorsque Léopold II reçoit des mains de puissance du monde un espace appelé l'État indépendant du Congo, ce n'était pas pour de la faiblesse, ce n'était pas pour, en fait, autre chose sinon que d'être une puissance qui devait travailler pour le compte de puissance, parce qu'il y avait des rivalités entre des puissances, des rivalités entre Français et Portugais, des rivalités entre Anglais et Français, des rivalités éventuelles avec les Allemands. Mais voici comment les puissances se neutralisent entre elles en tant que puissance. Ils créent un État qui ne devait pas être un État croupillon, qui avait vocation d'être un État souverain. Malheureusement, comme le dossier de cet État n'était pas présenté par un gouvernement, lisez les actes de la conférence de Berlin, il s'est posé un problème de la puissance répondante qui devait assumer la souveraineté de cet État, puisque la Belgique n'était pas partie prenante. Et je crois qu'on peut fermer la parenthèse. La colonisation nous a pris en charge. Elle nous aura laissé en 60, quels que soient les défauts de la politique coloniale, mais quand même avec une certaine stature, dont certains aiment à rappeler, notamment les amis qui font la science économique ici, que nous étions en fait la seule colonie en Afrique en dessous du Sahara qui était la colonie la plus industrialisée, c'est-à-dire une colonie qui était plus ou moins construite en tant que société, en tant qu'embryon de nation. Mais tout cela aujourd'hui n'existe plus. C'est qu'il y a eu un dilapidement. Conséquence de quoi? Comme moi qu'a dit, d'une manière de gérer l'État. Le coup d'État est arrivé en 60. Sans qu'on magnifie le coup d'État, un leadership s'est construit, s'est inséré dans la politique de puissance et a eu une sorte de prééminence régionale, au point que quelqu'un a pu dire qu'il faisait la géostratégie en Afrique australe. Les Zaïre, ce n'était pas n'importe quel pays. Les Zaïre étaient partout. L'armée du Zaïre est allée jusqu'au Togo, est allée partout. Les Portugais ont été pratiquement tenus en échec ici dans nos frontières, en Angola, en Cabinda, et au Mozambique, un peu partout là, par cette armée. Et le gouvernement de notre pays en ce moment a financé presque beaucoup de mouvements d'insurrection. Mais le problème, c'est que depuis 1990, la RDC n'est plus capable de quoi que ce soit, et plus personne ne peut penser qu'il existe un pays ou un politique ou des hommes à qui l'on peut confier des responsabilités sur le plan mondial. Or, au moment où nous perdons une sorte de stature, les autres pays africains découvrent qu'ils ne peuvent pas vivre mieux à l'intérieur de leur pays qu'en se mêlant des affaires du monde et au besoin en s'occupant de nous. Or, tous ces pays, si on prend ceux qui sont concernés dans notre destin, ce sont des pays qui ont été à un moment donné pratiquement en fait contrôlés par nous. Personne ne pouvait devenir président de la République en Ouganda sans en fait l'aval de la RDC. Personne ne pouvait être président de la République au Burundi, personne ne pouvait être président de la République au Rwanda sans que la RDC, à l'époque Zaïre, en décide. Personne ne pouvait dire qui serait le président de l'Angola sans qu'en fait l'on regarde du côté de la RDC. Mais au jour d'aujourd'hui, ce sont tous ces pays où nous avons été en fait imposés des choses
qui nous disputent non seulement le rôle que nous nous jouions, mais qui s'occupent de nous pour dire qui doit être qui chez nous et comment nous devons être. Et je pense que notre problème d'abord, c'est donc de nous élever au niveau des événements du monde qui font que les choses sont en train de changer. Nous réfléchissons chez nous comme si nous sommes toujours en 60. Non, l'Afrique a bougé, l'Afrique a changé. Les étudiants en sciences politiques doivent apprendre que ce qui nous arrive est la conséquence des mutations de ce qu'on appelle la politique africaine, que malheureusement souvent nous n'étudions pas, que nous n'enseignons pas et que vous ne voulez pas apprendre. Parce que le Congo ne peut pas se comprendre et les problèmes de guerre, parce que la guerre, ce n'est pas une relation entre individus. La guerre est une relation entre nations. La guerre, c'est la continuation de la politique par d'autres moyens. Or, il s'est fait que l'Afrique change. L'Afrique change comment? L'Afrique a changé dans le rôle de certains acteurs importants. Des 60 jusque dans les années 90, l'Afrique, la politique africaine a été dominée par les interventions des militaires dans la politique. Ces interventions à l'interne étaient dictées par des raisons en fait de stabilité interne. Il fallait faire le parti unique, il fallait faire toutes sortes de choses, les civils n'étaient pas capables, il fallait que les soldats prennent le pouvoir. Ce qui était vrai en RDC l'a été en Ouganda, ça l'a été au Rwanda, ça l'a été un peu partout en Afrique. Malheureusement, ces interventions à l'interne n'ont pas résolu le problème. Au même moment où les militaires interviennent à l'interne, la guerre froide gagne l'Afrique. La politique ou les politiques des superpuissances, les intérêts des superpuissances deviennent prioritaires et les États, pour garder le pouvoir, pour rester au pouvoir, ils ne travaillent plus pour gérer leur pays, pour les développer, mais ils travaillent pour rester au pouvoir. Et la stabilité politique en Sciences Po va devenir en fait quoi? La longue durée au pouvoir. Le gouvernement qui fait 20 ans, 25 ans, 40 ans au pouvoir, on dit que c'est un gouvernement stable. Et cette stabilité est obtenue comment? Par la sous-traitance des enjeux de la politique internationale. Ceux des chefs d'État militaires qui étaient capables de travailler pour le compte des grandes puissances pouvaient s'assurer d'être stables, d'être en sécurité, même s'il n'y avait pas de développement, mais ils restaient importants. Mais voici que dans les années 80 et 90, la guerre froide se termine. Lorsque la guerre froide se termine, c'est que, en fait, les premières politiques de stabilité par la sous-traitance des enjeux géostratégiques n'est plus valable. Il se pose un problème de la reconversion. Ceux des dirigeants militaires africains, avertis et intelligents, font quoi? Ils cherchent en fait à se repositionner, à reconvertir en fait les ressources stratégiques. Ils ne vont plus seulement travailler pour en fait le compte des anciennes puissances parce qu'ils disparaissent, mais ils vont maintenant chercher à vivre à l'intérieur, gérant leurs menaces intérieures par une sorte d'exportation de leurs pôles problèmes vers l'extérieur. Ils deviennent eux-mêmes, ces militaires, des souteneurs de certaines situations dans d'autres pays. Parce que quelqu'un qui a appris à jouer au dehors, à être important, eh bien, il ne rentre pas à l'intérieur du jour au lendemain. Nous assistons donc dans les années 80 jusqu'à 90 à de nouveaux changements de rôle des militaires dans la politique africaine. De l'intervention à la politique intérieure, les militaires interviennent dans la politique extérieure. Ainsi, un pays comme l'Ouganda, un pays de plus instable en Afrique centrale, en Afrique orientale, qui était confronté à des dizaines de rébellions à l'intérieur, qui n'ont pas disparu jusqu'à aujourd'hui, parce que vous savez qu'on poursuit Kony jusqu'ici chez nous, Museveni va comprendre que pour qu'il survive, parce qu'il a une grande opposition à l'intérieur constituée par les Baganda, les originaires du pays qui portent le nom, à qui il a fait des promesses, qui lui ont donné le pouvoir. Alors, c'est ça le drame d'arriver le dernier, parce que je suis juste au début de ma conférence. OK. Alors, vous voyez, je vais donc vous dire que je travaille, malheureusement, comme je dois résumer, je travaille sur ces questions. J'écris au moins 3 livres. Dans ces livres sur la géopolitique de l'instabilité, je montre
comment en fait la situation que nous vivons en RDC. Il ne faut pas la banaliser. Ce n'est pas une situation qui est due parce qu'au Kivu, les gens ne s'entendent pas, parce que l'État ne contrôle pas. C'est parce qu'il faut que Museveni reste au pouvoir. Et pour que Museveni reste au pouvoir, parce qu'il a été aidé par le Rwandais, eh bien, il a exporté les violences de l'Ouganda au Rwanda en sachant que la clé de tout, ça sera la RDC qui va en payer la facture. Le Rwanda fait de même. Le Rwanda n'a pas provoqué l'entrée de Hutus en RDC. Mais Kagame, un stratège, a compris que la seule façon d'empêcher à la RDC d'être encore le pays